Merci Richard. Alors moi c'est parfaitement en continuité avec ce que vient de dire Florence. Moi je voudrais poser une question, pas vraiment sur l'usage de la violence dans la rue, mais plutôt sur sa qualification et sur sa disqualification. Qu'est-ce qu'on appelle la violence de rue dans le cadre d'une insurrection, et surtout dans quelle mesure on l'intègre ou pas dans l'espace du politique et dans ce qu'on appelle l'insurrection. Et cette question-là, on peut la poser de plusieurs points de vue. D'abord, elle se pose du point de vue du pouvoir. Le pouvoir qui a vite fait de séparer les manières légitimes de contester et les manières illégitimes de contester. En France, on est en plein dedans avec cette dichotomie entre manifestants et casseurs, et qui renvoie peut-être à d'autres dichotomies sur vos terrains de pratique respectifs, avec des bonnes manières nommées de contester et des manières qui sont complètement illégitimes. Cette question, elle se pose aussi en deuxième lieu du point de vue des activistes. C'est cette manière de distinguer des bonnes et des manières de contester émane aussi très fort des gens qui sont dans la rue. Alors Florence a plus parlé de ce point de vue-là. Et ça renvoie à la fois à des débats stratégiques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi à des représentations de soi, pour moi, c'est-à-dire sur des manières, alors on parlait de gros mots de subjectivation morale et politique, la manière de se voir en fait comme sujet politique. Et autant au niveau de la pratique, il n'y a pas une dichotomie nette pour moi entre les violents et les non-violents, on peut être à la fois un jour violent, à la fois non-violent quand on est dans la rue, autant, à mon sens, dans le discours en dehors des espaces de mobilisation, c'est quelque chose qui est très clivant, le rapport à la violence, le rapport moral à la violence. Je le vois sur mes terrains et aussi dans mes expériences personnelles quand je suis dans des espaces militants. Et le troisième point de vue, c'est le point de vue du chercheur, finalement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, chercheurs, de ces gestes de violence? Dans quelle mesure comment on la mesure aussi, sachant que ces gestes dits de violence peuvent être autrement moins violents à ceux à quoi elles s'opposent, soit à la violence policière, soit à l'ordre social et politique à laquelle cette violence s'oppose. Et surtout, dans quelle mesure on l'intègre dans ce qui est politique et dans l'espace de l'insurrection. Alors là aussi, ça peut être clivant chez les chercheurs, mais en tant que chercheur, on a toujours tendance à vouloir repousser toujours plus loin l'espace du politique. On aime bien aussi les postures contre-intuitives à dire que ça, c'est politique. À voir dans le vol du banditisme social, ou à voir dans les coupeurs de route des acteurs d'une contre-régulation, par exemple. Et c'est une posture qu'on peut avoir. Mais dans l'autre sens, finalement, avoir de la contestation partout, est-ce qu'on ne finit pas par vider de sens ce terme, en fait? Finalement, si tout est politique dans la rue, rien ne l'est en particulier. Et c'est aussi une question qu'on peut poser d'un point de vue de la manière dont on intègre les choses dans l'espace de l'insurrection. Alors pour ne pas trop parler dans le vide, je voudrais juste développer un exemple en 3-4 minutes. Et cet exemple, c'est un cas de violence très relatif, c'est des vols de sacs de riz pendant l'insurrection au Burkina Faso en 2014. Donc en 2014, Samska Lodja et Serge Bayoko en ont beaucoup parlé tout à l'heure. Il y a eu une insurrection que personne n'ignore ici. Et dans cette insurrection, il y a des actes de violence matérielle qu'on sera tous d'accord ici pour appeler politiques. Notamment la mise en feu de l'Assemblée nationale. Pas de problème, ça c'est un grand acte politique. Et puis il y a aussi d'autres choses, et notamment des vols de riz. Et des vols de riz dont on peut dire qu'ils sont anecdotiques peut-être par rapport à la prise de l'Assemblée nationale, mais quand on regarde le volume et le nombre, sur le critère du nombre de personnes impliquées, c'est pas du tout anecdotique. C'est quelque chose qui est vraiment véritablement massif. Et la question, qu'est-ce qu'on fait de ça finalement pour raconter l'insurrection burkinabé. Et alors c'est peut-être une question que se sont posées Boubacar Sangaré et Ismaël Kampaoré. J'ai pas vu leur film, on va le voir demain sur la révolution africaine. Mais aujourd'hui à Ouaga, il y a plein de DVD qui circulent sur l'insurrection. Et là, il n'y a pas de tri entre les scènes. C'est une compilation de scènes filmées au portable. Et on voit les vols de sacs de riz au même titre que l'Assemblée nationale qui est brûlée. Mais il n'y a pas de trame narrative. La question, c'est quand on va raconter un film, est-ce qu'on inclut le vol de sacs de riz dans ce qu'on appelle la révolution africaine. Alors pour répondre à cette question, juste deux choses. La première chose, d'abord, peut-être en tant que chercheur, c'est d'insister sur l'importance de bien comparer, de bien décrire ces actes-là pour essayer de les comprendre. Et je voudrais juste exposer un cas très précis. Donc moi, j'ai essayé de raconter l'insurrection burkinabé à partir des ruines matérielles qu'elles ont laissées dans l'espace urbain, en faisant un peu un espace de terrain sur toutes ces ruines. Il y a une scène qui m'a frappé d'emblée et qui m'a donné l'idée de faire ça. C'est deux entrepôts qui sont côte à côte
et l'un qui a été dévasté et complètement volé, qui contenait du riz et qui appartenait à un entrepreneur burkinabé, et l'autre qui est complètement intact et qui appartenait à un Libanais et qui avait des produits de luxe à l'intérieur. Et en plus, quand on voit l'entrepôt qui a été dévasté, non seulement les gens ont pris tout le riz, mais ils l'ont vraiment désossé. Ils ont été prendre tous les trucs en fer qui entourent les portes et tout ça et tout, peut-être pour le ramener comme trophée ou le vendre sur les marchés, mais on sent vraiment une colère assez forte sur cet entrepôt-là. Et alors, pourquoi c'est frappant? Parce que de manière intuitive, on aurait pu penser que ce serait l'inverse, que ce soit le Libanais qui se fasse tout voler, parce que c'est un Libanais, parce que ces choses coûtent beaucoup plus cher. Et non, c'est le Burkinabé qui s'est volé de riz, et pendant 2 jours, la zone s'est transformée en grand marché populaire, où des gens allaient voler le sac de riz et le vendre 2000 francs CFA, ce qui est très peu cher, devant l'entrepôt même, pour permettre à ceux qui n'avaient pas la force d'aller à l'intérieur de l'acquérir à très très bas prix. Et au bout de 2 jours, il y a des gens qui ont essayé de voler un peu libanais et ils se sont fait empêcher. C'est-à-dire qu'ils essayaient de voler des trucs de luxe ou la mobilette et ils se sont fait traiter de voleurs par ceux-mêmes qui pillaient depuis 2 jours le riz du Burkinabé. Donc, finalement, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Sans statuer sur le caractère insurrectionnel ou non de cette action, ce que ça nous dit, et Florence vient d'insister là-dessus, c'est qu'il y a des logiques, en fait. C'est qu'on voit bien qu'il y a des logiques qui sont de l'ordre du communément admis quand on décrit précisément un acte tel que le vol de riz de cet entrepôt. D'où la deuxième question, c'est finalement quelle logique on peut chercher face à ces actions de vol. Je voudrais juste évoquer 3 pistes, en fait, chacune rapidement. La première logique, quand moi en tout cas je suis face à une scène de vol, c'est m'interroger sur une logique spatiale, à savoir de voir dans quelle mesure le fait que tel lieu soit attaqué, ça suit une interaction avec des forces de l'ordre. Par exemple, il y a un barrage quelque part, il y a un blocage quelque part, et du coup, des activistes ou des gens dans la rue se détournent pour aller attaquer un lieu qui se trouve à proximité du blocage. C'est quelque chose aussi qu'on éprouve très souvent quand on participe aux manifestations de rue en France, la manière dont les forces de l'ordre coproduisent en fait finalement les actes éventuels de violence qui peuvent se passer dans ces manifestations. Donc ça c'est une première logique. La deuxième logique possible, c'est la logique qui tient au statut de la personne que l'on vole en fait. Et c'est ça qui dit la justice du vol. Donc là en l'occurrence, les gens qui sont fait voler, c'est plutôt des Burkinabés qui étaient de l'entourage de Blaise Compaoré. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est des gens qui avaient une part fondamentale dans ce qu'on peut appeler l'économie politique du pouvoir. Sachant que le riz, en zone urbaine, les gens consomment essentiellement du riz et du riz importé qui est le moins cher, et que ce riz est contrôlé par 5 ou 6 grains importateurs, et que les gens les désignent de manière courante comme des ministres, ces grands importateurs. Ils les désignent comme si c'est des gens qui gouvernent, en fait, par le marché du riz. Donc c'est ça, cette deuxième logique qui est importante, qui tient au statut, finalement, de la personne qu'on vole. Et la troisième logique, parce que toutes ces logiques, elles ne se suffisent pas toujours, je ne peux pas rentrer dans les détails, pour décrire chacun des vols. Mais il y a une logique qui tient aussi à la chose même, en fait, à l'histoire sociale, morale du riz. Et là, c'est juste une piste, mais il y a des gens qui travaillent sur l'histoire, la valeur, ce qui fait la valeur des choses. Et le riz, parce qu'il a une place importante dans la figuration de l'État nourricier au Burkina Faso, dans la régulation des marchés vivriers, il est doté d'une valeur spécifique. Et ce qui fait que finalement, quand on dit le riz est trop cher, on dit peut-être un peu plus que le riz est trop cher. Ou quand on vole du riz, on fait peut-être un peu plus que voler du riz. C'est un peu l'histoire du voleur de riz qui dit au voleur de mobilette, toi tu es un voleur. Sous-entendu, moi je ne suis pas un voleur, je fais autre chose que voler quand je vole du riz. Donc voilà, c'est un peu des petites pistes que je vous soumets. Et finalement, pour conclure, la question que je pose à nos deux discutants, c'est est-ce que, voilà, sur vos manières de faire, est-ce que vous identifiez des bonnes manières et des mauvaises manières? Comment vous intégrez ces choses qui finalement ne sont pas forcément intentionnellement posées dans un sens politique par des gens qui n'appartiennent pas à des collectifs citoyens, des choses comme ça, mais qui ont quand même un poids sur le politique. Voler du riz, ça peut avoir un poids sur le politique, quand bien même on fait évoluer encore une fois l'espace des possibles, quand bien même on n'est pas un décideur et que notre métier, c'est pas de produire des décisions politiques. Et dernière chose, ces questions, elles sont en résonance
pour moi, très très forte, finalement, avec ce qui se passe en France aussi actuellement. C'est rien de spécifiquement africain. Ce matin, j'ai noté une phrase de Thomas Fouquet qui dit que la posture légaliste suppose une confiance minimaliste du jeu démocratique. Mais on peut aussi on peut dire l'inverse, quoi. En quoi, finalement, la compréhension d'une posture illégaliste, qu'est-ce qu'elle nous dit de la confiance qu'on a ou pas dans le jeu démocratique. En quoi finalement, on se dit que ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Et en France, on parle de plus en plus voilà, il y a des salariés de Goodyear qui sont en train de se faire juger en appel parce qu'ils ont séquestré des patrons en 2014. Je pense qu'il y a une compréhension morale de ce genre de violence qui, aujourd'hui, n'est plus l'apanage des anarchistes ou des gens ou des zadistes ou des choses comme ça, mais qui déborde un peu plus, en fait. Et ça, c'est intéressant dans la manière dont on comprend, peut-être inquiétant, je ne sais pas, dont on comprend ou on ne comprend plus le jeu démocratique.